Fidèles téléspectateurs, bienvenue à ce tout premier numéro de Inframag. Infra comme infrastructure et Mag comme magazine, comme vous pouvez bien l'apercevoir. Inframag est donc un magazine qui va traiter essentiellement les questions infrastructurales de la République démocratique du Congo. Nous allons sillonner toutes les 26 provinces pour voir le travail qui a été fait, le travail qui est en train d'être fait, le travail qui doit être fait et éventuellement ce qui doit être amélioré pour parler définitivement d'un Congo reconstruit. Et pour ce premier numéro, nous avons le privilège de recevoir sur ce plateau le directeur des cabinets adjoints au ministère d'État en charge des infrastructures et travaux publics. Et nous et vous allons le découvrir tout de suite. Toby Kayumbi, directeur de cabinet adjoint au ministère des Infrastructures et Travaux publics. Bonjour directeur et merci de nous accorder votre temps pour cet entretien. Bonjour madame. Comment vous allez? Je me porte très bien, merci. Je l'ai dit, vous êtes directeur de cabinet adjoint, mais dites-nous aussi qu'est-ce que nous devons savoir au-delà de ce que nous avons déjà dit de vous. Eh bon, je réponds au nom de monsieur Toby Kayumbi. Je suis cadre de l'UDPS. Je suis aussi directeur des cabinets adjoints au sein du cabinet du ministre des Infrastructures et Travaux publics. Et je suis aussi entrepreneur. Le ministère des Infrastructures et Travaux publics, c'est quoi? Quelles sont ses attributions? Il intervient dans quel domaine exactement dans la vie sociale? Alors, au ministère des Infrastructures et Travaux publics, nous avons plusieurs attributions qui nous ont été assignées par l'ordonnance présidentielle. À notre niveau, nous sommes en charge de tout ce qui dit infrastructure. En parlant des infrastructures, vous voyez les routes, vous voyez les aéroports, vous voyez les ponts, vous voyez les bâtiments, mais ça ne s'arrête pas seulement là. Nous faisons aussi l'intendance du gouvernement. Donc, les parcs automobiles, nous sommes aussi dans la gestion de cela. Nous gérons dans nos attributions la gestion de tout ce qui est hydro, dans la réserve stratégique de la République. Ça fait aussi partie de nos gestions. Donc, nous avons plusieurs domaines que nous sommes en train de gérer qui sont liés aux infrastructures. Et si on vous demandait de dresser un tableau des infrastructures en RDC, que direz-vous? Est-ce que la RDC est en train de connaître un essor en termes d'infrastructures ou bien le chemin, il est encore très long? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dans ce sens-là? Le chemin, il est long parce que la RDC en soi étant un vaste chantier, mais je peux aussi vous rassurer que les bases, nous les avions marquées. Je prendrai l'exemple dans les premiers quinquennats du chef de l'État. En termes des infrastructures, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais peut-être que nous n'en parlons pas comme il est faut. Aujourd'hui, il y a les infrastructures que nous avions eu à exécuter, travailler et rendre cela palpable au sein du public avec le 9e jeu de francophonie. En termes de routes, il y a eu beaucoup d'avancées dans la connectivité des différentes provinces, différents territoires avec les routes nationales, ainsi que dans les voiries, les routes qui sont à caractère provincial. Nous avons aussi beaucoup travaillé, mais pas seulement ça, mais aussi dans la lutte anti-érosive. Parce qu'il y a beaucoup de provinces qui ont été menacées par des telles érosions, beaucoup plus précisément dans l'espace Kasaï, mais aussi ici à Kinshasa, où les grandes érosions qui découpaient beaucoup de quartiers, aujourd'hui nous avions été en mesure de maîtriser ces érosions, et aussi désenclaver certains quartiers. Je prendrai l'exemple de Kanluka, ce qui est du jamais vu. Aujourd'hui, nous avons été en mesure, par la vision du chef de l'État et les instructions qui nous ont été données au sein du ministère, d'être en mesure de désenclaver les Kanluka. Donc il y a beaucoup. Si je pense commencer à énumérer aujourd'hui, nous pouvons aller pour toute la nuit.
Directeur, existe-t-il un plan infrastructural pour la construction des routes, des voiries, ou bien le choix est opéré en fonction de la demande ou bien de l'afflux de la population dans un certain coin de la République? Comment ça se passe? Vous opérez de choix de manière vraiment aléatoire ou bien il existe tout un plan de manière générale pour la République et aussi de manière particulière pour évidemment chacune des grandes villes que regorge la République démocratique du Congo? Il y a un plan, bien sûr, qui est élaboré à notre niveau. C'est un plan qui est à long terme, qui est élaboré au niveau du ministère des Infrastructures avec une des structures qui est le bureau d'études et d'aménagement où nous travaillons sur la planification de la ville, du pays en soi avec un plan urbain. Mais aussi il y a des demandes qui viennent qui sont à caractère politique ainsi que des demandes qui viennent parce que la population est dans les besoins. Et en ce moment-là, nous intervenons d'une manière urgente sans pour autant compter sur les plans que nous avons mis en place. Vous êtes sans ignorer que les routes sont construites, ce qui est une bonne chose. Mais après, nous remarquons qu'il y a des routes qui se détériorent juste après leur construction, des nids des poules partout. Qu'est-ce qui explique cela alors qu'il existe le BTC qui est le bureau technique de contrôle? Est-ce que les maîtres d'ouvrage sont en train d'outrepasser les compétences du BTC qui doit contrôler évidemment l'efficacité ou bien la qualité du travail opéré pour que nous assistons à ce constat amer qui est la détérioration ou les délabrements des artères construites? Le BTC est une structure technique sur laquelle nous nous appuyons en termes de contrôle. Et aujourd'hui, nous qui sommes maîtres d'ouvrage, nous avons aussi l'office des routes qui est en charge de tout ce qui est les routes à caractère national. Nous avons aussi l'OVD qui est en charge de tout ce qui est voirie. OVD aujourd'hui est notre maître d'ouvrage délégué et travaille en collaboration avec le BTC. Alors nous veillons beaucoup plus sur la qualité des ouvrages. Parce que vous savez, une bonne route repose sur la qualité des ouvrages. Si la couche de base, la couche de fondation, la couche de roulement n'a pas respecté les standards, vous avez des problèmes tout au long du cycle de vie de la route en soi. Et aujourd'hui, il y a peut-être des problèmes qui arrivent, comme vous venez de le mentionner, qu'une route a été construite demain ou après-demain. Vous constatez qu'il y a eu les nids de poules. Les camps récents que je peux aujourd'hui évoquer ici, c'est à Miabi, où vous avez vu les images circuler partout. Je ne dirais pas qu'il y a eu faille en termes de qualité, mais ce sont des erreurs humaines qui arrivent et qu'on corrige aussi. Et par là, je voudrais aussi vous dire que quand une route est construite par une entreprise, juste à sa réception technique, l'entreprise est en charge de revenir et s'il y a des failles quelque part, l'entreprise corrige à ses frais. Et quand nous recevons l'ouvrage, nous nous rassurons que même dans les bordereaux, tout a été respecté. Alors aujourd'hui, le BTC fait son travail comme il faut, mais en tant qu'humain, il y a aussi des failles qui arrivent et nous les corrigeons. Dites-nous, vous êtes capable de citer pour Kinshasa seulement 3 grandes réalisations à Kinshasa en termes d'infrastructure depuis l'avènement du président Tshisekedi à la tête du pays? Est-ce que vous êtes capable de citer 3 grandes réalisations à Kinshasa, d'abord pour un début? 3, je peux en citer beaucoup, mais parce que vous demandez 3, oui, je peux vous les citer. Je peux prendre l'avenue de la Paix, une des grandes avenues aujourd'hui, qui a été réhabilitée sous la vision et instruction du chef de l'État. Je prendrai l'avenue Zolana, qui est aussi une très grande avenue aujourd'hui, et ça a été fait sous les mandats du chef de l'État. Je vais prendre Elingesa, qui est aussi une des grandes avenues, il y en a beaucoup. En termes d'érosion, je peux prendre l'érosion télécom, qui a été une des grandes érosions où les gens ne pouvaient même pas traverser. Et aujourd'hui, il y a toute une route
qui est là et qui connecte jusqu'à la nationale numéro 1. Je peux prendre en tout cas beaucoup de choses que nous pouvons citer ici, mais parce que vous avez demandé 3, voilà, je vous ai donné les 3 grandes avenues. Directeur, on le dit très souvent, Kinshasa et Congoté. Vous avez cité les réalisations à Kinshasa, mais il existe aussi le Congo dans toute son entièreté. Vous serez à mesure de nous citer les grandes réalisations à l'intérieur du pays, dans les provinces. Est-ce que si on faisait un choix de manière aléatoire, vous serez capable d'avancer aussi des arguments comme vous l'avez fait pour Kinshasa? Bon, on va essayer. Hein. Je n'ai pas une bonne mémoire pour tout retenir, mais voilà aussi nous pouvons survoler la République. Nous allons mettre en face de vous quelqu'un qui nous vient de là, qui a la situation récente de la ville de Mbuji-Mayi. Comme on l'a dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous avez un attachement particulier à cette ville. Dites-nous un peu ce que vous avez, quel est le lien que vous avez avec la ville de Mbuji-Mayi. Mbuji-Mayi, c'est une ville qui m'a vu naître. J'ai grandi là-bas. J'ai passé une bonne partie de ma vie en Mbuji-Mayi avant que je sorte du pays pour des raisons d'études et puis revenir. C'est une ville où je suis très attaché et que je voudrais voir vraiment s'épanouir et être développé. Donc je dors, je me réveille et Mbuji-Mayi est dans mes pensées. Et vous pensez que si on met en face de vous quelqu'un qui vient de Mbuji-Mayi, qui connaît les réalités, les difficultés de pratiquer le route en Mbuji-Mayi, vous serez capable de lui faire changer d'avis parce qu'il tient mordicus, il dit que c'est compliqué, les routes sont vraiment en état de... Mais si on le met face à vous, vous êtes sûr que vous pouvez faire basculer son avis? Bon, avec les arguments solides bien sûr, mais comme vous le savez, il y a aussi des gens qui s'accrochent à leurs convictions. Peu importe tout ce que vous pouvez dire, cela ne change pas parce qu'ils se sont déjà fait une fixation. Mais aujourd'hui, je vous défie d'ailleurs d'aller avec moi en Mbuji-Mayi. Vous allez faire un micro-baladeur et vous verrez que la population est totalement satisfaite de ce qui s'est fait aujourd'hui en Mbuji-Mayi, mais aussi dans la province du Kasaï oriental. Et voilà, nous allons donc quitter Kinshasa, la capitale, pour faire un tour dans le Kasaï oriental où nous allons décrypter les infrastructures de Mbuji-Mayi. Ça ne sera pas avec moi, je vais inviter ici quelqu'un qui nous vient fraîchement de Mbuji-Mayi, qui maîtrise la situation. Il s'agit bel et bien du confrère Arsène Mpunga qui va s'entretenir avec le directeur de cabinet en ce qui concerne les infrastructures de Mbuji-Mayi. Voilà, chose promise, chose due. On a avec nous sur ce plateau monsieur Arsène qui est de Mbuji-Mayi, qui n'aura pas pitié du directeur de cabinet adjoint au ministère des Infrastructures et Travaux Publics, le directeur Toby Kayumbi, qui sera fustigé dans ce plateau. Tous les coups sont permis. Monsieur Arsène, je vous laisse mon invité. S'il vous plaît, prenez bien soin de lui et je vais vous revenir plus tard. Mais s'il vous plaît, ne le massacrez pas. Hein? Merci beaucoup. Monsieur Toby Kayumbi, c'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Merci aussi à merveille de m'associer à cet entretien. Alors, directement, on va parler des infrastructures au Kasaï oriental. Et permettez qu'on commence avec un projet qui a fait couler encre et salive, le projet Tshilé-Gelou. Ce projet qui a été lancé par le président il y a quelques années comme projet pilote pour la province de Kinshasa et les provinces du Grand Kasaï, mais qui n'a été exécuté qu'à 40%. Après, les contrats avec Rexeta a été résiliés et plus rien. Que s'est-il passé? Y a-t-il une suite réservée à ce projet? Bonjour M. Arsène, je suis content d'abord de vous revoir sur ce plateau. La question du projet Tshilé-Gelou a fait couler beaucoup d'encre. C'est un projet pilote du chef de l'État. L'objectif de ce projet était de désenclaver l'espace Grand Kasaï. Nous n'avions pas seulement pris Mbuji-Mayi avec les Kasaï oriental, il y avait aussi Kananga, il y avait Mweneditu, il y avait du côté de Lusambo,
et aussi ici à Kinshasa. Alors, c'est un projet qui devait être exécuté ou qui était exécuté par l'entreprise Crexet, mais pour lesquels il y a eu quand même des soucis. Nous, quand nous sommes arrivés, nous avons hérité ces projets. La première des choses que nous avions fait, sur instruction du ministre d'État, ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro, c'était de recadrer les projets. Parce que nous avions vu que sur base du temps contractuel, l'entreprise était quand même en retard. Un retard léger qui était qu'on pouvait rattraper, mais il y avait aussi un problème avec la mobilisation sur chantier. Leur manière, la conception et leur planning posaient quand même des soucis. Alors, nous nous sommes mis en commission pour la toute première fois. Nous nous sommes dit qu'on voit comment on peut recadrer les projets qui tentaient d'aller sur un chemin critique et que nous nous sommes dit qu'il était possible de rattraper. Nous leur avons donné l'occasion et la chance de voir comment les histoires pouvaient être recadrées. Parce qu'à notre niveau, nous avions tenu compte aussi de l'enclavement de la province. Il y avait un problème sérieux pour acheminer les matériels, les matériaux et tout ce qui allait avec les projets. Mais l'entreprise avait quand même cette capacité parce que c'était parmi les grandes entreprises. C'est parmi les entreprises qui ont exécuté les 5 chantiers. Donc cette capacité technique, ils en avaient. La capacité financière aussi, ils en avaient. Alors ici, je ne sais pas si je dirais que c'est un problème de bonne volonté ou juste un problème de planning. Mais après cela, nous avons vu que les choses n'avançaient pas. Nous avions eu à écrire à l'entreprise. Nous avons donné notre premier avertissement et ça n'a pas passé. Nous sommes passés à un deuxième, ça n'a pas passé. Et on était obligé de résilier les contrats avec l'entreprise. Les travaux étant exécutés au-delà des 40%, il était à notre niveau de voir à qui nous pouvions remettre ces marchés ou ces projets pour que nous puissions les relancer le plus tôt possible. Alors, je tiens aussi à vous dire que toutes les procédures ont été suivies et respectées avant que nous puissions résilier les contrats avec l'entreprise Crexet. Mais aussi un élément important, nous n'avons pas résilié les contrats ici à Kinshasa. Parce qu'au niveau de Kinshasa, les taux d'exécution est quand même avancé. Mais c'est dans l'espace Grand Kasaï où ça posait problème. Alors, après avoir résilié les contrats, nous avions fait l'appel d'offres restreint avec certaines entreprises. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons obtenu l'avis de non-objection avec la DGSAMP et il y a quelques entreprises qui ont été retenues pour relancer les travaux à Tshilé-Gelou, en Mbujimayi, à Kananga, à Tshikapa et partout ailleurs. Donc, c'est un projet qui va tenir. Je vous promets que d'ici mi-2023, on aura totalement fini avec les projets Tshilé-Gelou. Parlez mi-2024 parce que 2023... 2024 voudrais-je dire, exactement. Et en parlant des entreprises, ça ne sera plus une entreprise qui couvre tout le Grand Kasaï? Non, nous avons résilié les contrats dans l'espace Grand Kasaï avec Crexet, mais nous les avons maintenus à Kinshasa. Parce que les taux d'exécution à Kinshasa est quand même justifiable. Et dans le Grand Kasaï, justement, c'est une entreprise qui va couvrir tout le Grand Kasaï ou plusieurs entreprises que vous avez recrutées? Non, plusieurs entreprises. Parce qu'on n'a pas trouvé une seule entreprise qui avait cette capacité. Alors, comme on est passé par l'appel d'offres, il y avait des critères dans la sélection des entreprises. Et il y a 2 ou 3, 4 entreprises qui vont couvrir l'espace Kasaï. Les travaux commencent quand, monsieur le directeur? Alors, les travaux vont commencer très bientôt. Comme j'étais en train de vous dire, il y a eu une procédure qui devait être suivie pour arriver jusqu'à la résiliation des contrats. Cela étant obtenu, on devait maintenant faire l'appel d'offres. Après avoir fait l'appel d'offres et que les entreprises sont retenues à notre niveau, on devait envoyer cela pour obtenir l'avis de non-objection.
Aujourd'hui, nous avons obtenu l'avis de non-objection. Maintenant que le montage financier aussi est mis en place, je pense que d'ici là, nous serons en mesure de revenir sur chantier avec ces nouvelles entreprises. On va parler d'autres projets qui sont exécutés particulièrement au Kasaï-Oriental. Il y a d'abord le projet de 35 km exécuté par l'entreprise Safrimex et qui, on a l'impression, avance plutôt bien. Qu'en est-il de ce projet? Le projet 35 km avec Safrimex, c'est un projet que nous avons emmené pour accompagner le projet Tchiléjéo. Parce que l'objectif ici, dans la vision du chef de l'État, est que chaque province puisse avoir au minimum 100 km de voirie. Au minimum. Alors, avec le projet de 35 km qui avance d'ailleurs très bien, nous, au niveau du ministère, nous avons pris les erreurs qui ont été commises dans les projets Tchiléjélo et nous avons mis des mesures préventives avec les projets de 35 km. Et nous avons mis beaucoup l'accent sur la planification de ces projets, sur la mobilisation. Comme vous le savez, quand vous signez un contrat avec une entreprise, ils ont 3 à 6 mois pour se mobiliser. Ça veut dire amener les engins, amener les ciments, amener les bitumes, la main-d'œuvre, se reconstituer, avoir leur base vie avant que les travaux ne puissent commencer. Mais aussi, il y a eu une stratégie que nous avions mis en place parce que vous savez, dans l'espace Kasaï, pendant la période de pluie, il est difficile d'acheminer les histoires. Alors nous avons demandé aux entreprises de prendre l'avantage de la période sèche où nous pouvons, de Kinshasa jusqu'en Mbujimayi, ils peuvent acheminer les histoires par route parce que nous avons des difficultés aujourd'hui logistiques avec la SNCC qui a des difficultés pour ramener les histoires en Mbujimayi. Alors, ciment, barre de fer, bitume, tout ce qui est, même les engins, ils ont pu les acheminer par route. Et ils ont saisi cette opportunité-là des périodes sèches pour acheminer tout ce dont ils avaient besoin et faire un grand stockage afin que les travaux puissent évoluer. Mais aussi dans la planification, nous avons attaqué les grandes artères au même moment. Donc, au lieu de commencer un axe, les finir et entamer un autre, ils ont ouvert les chantiers un peu partout, au même niveau. Les travaux d'assainissement qui ont évolué aujourd'hui, je crois, ils sont peut-être à 85%. Et la plupart des chaussées aujourd'hui est en train de recevoir sa couche de roulement. Donc c'est un projet qui avance très bien jusque-là. On reproche à Safrimex de courir derrière les délais, mais de sacrifier un peu la qualité. Ces routes, certains observateurs estiment qu'elles ne sont pas durables. Récemment, à Miabi, par exemple, sur l'avenue Kalonji, une route qui venait d'être asphaltée par Safrimex, un peu plus d'une semaine juste après, des malfaçons se sont manifestées. Est-ce qu'au niveau du ministère des Infrastructures, vous vous assurez que, en dehors de la contrainte contractuelle qui veut que les délais soient respectés, la qualité aussi est démise pour que ces routes servent la population pendant plus longtemps? Oui, nous veillons vraiment sur la qualité. D'ailleurs, j'étais en train de le dire à Madame Merveille avant que vous veniez sur ce plateau, que nous avons le BTC, qui est notre bureau technique de contrôle, une structure sur laquelle nous nous appuyons vraiment et qui veille sur la qualité des travaux. Et j'étais en train de dire aussi à Madame Merveille que nos routes reposent sur la qualité des ouvrages. Ce qui s'est passé à Miabi, c'est une erreur humaine qui peut arriver. Mais Safrimex en soi, et les travaux d'une manière générale qui sont exécutés sous l'œil du ministre d'État sont et suivent les normes et les standards de toutes les routes au niveau international. Vous venez très souvent en Mbujimayi. Vous êtes certainement passé par l'avenue dite État-Major. C'est la première avenue que Safrimex a commencé à asphalter. Mais il paraît que sur cette avenue, la qualité de l'asphalte laisse un peu à désirer. Vous n'avez jamais fait ce constat comme directeur de cabinet adjoint, ou vous le dites tout simplement pour sauver les meubles? Monsieur Arsène, vous êtes ingénieur?
c'est moi qui pose les questions. Vous savez que je ne le suis pas, mais d'autres ingénieurs estiment quand même que cette chaussée n'est pas assez consistante pour durer. Bon, on a droit à la critique, mais ils le disent sur base de quoi? Qu'est-ce qu'ils avancent comme argument? Voilà pourquoi je posais la question pour savoir si vous êtes ingénieur ou ces personnes qui critiquent sont des ingénieurs. Certains le sont effectivement. Oui, mais ils critiquent sur base de quoi? Quand ils disent que la chaussée ne répond pas à quoi? À quel standard? Ils parlent en termes d'épaisseur, en termes de finesse de la chaussée. En termes d'épaisseur. Oui, mais ils parlent, qu'est-ce que la chaussée a fait? Quelle épaisseur? Quel volume? Qu'est-ce que nous n'avions pas respecté? Vous savez, la ville de Mbuji-Mayi, que j'aime très bien, nous avons quelque chose qui ne nous aide pas beaucoup à avancer, c'est cette critique qu'on fait sans argument. On a la facilité de critiquer que d'apprécier. Mais aujourd'hui, je peux vous garantir que les travaux qui sont exécutés en Mbuji-Mayi répondent aux normes et aux standards. Et que nous avons une mission de contrôle, nous avons le bureau d'études et nous-mêmes, nous sommes sur terrain, nous sommes sur chantier pour nous rassurer que ces travaux suivent les standards et la qualité est respectée. Les matières qui sont utilisées passent par les tests labo et sont approuvées. Donc aujourd'hui, quand on nous dit que la chaussée ne répond pas, la chaussée n'est pas de bonne qualité, mais sur base de quoi? Qu'il dit un journaliste qui a été sur terrain avec sa caméra, qui a filmé, qui vous rapporte cela, un passager qui est passé par là, ou un ingénieur de qualité et qui avance des arguments solides. Qu'on nous oppose avec les arguments, qu'on nous amène des échantillons de ce que nous avions utilisé comme matériel, que nous puissions amener cela au labo et qu'on voit si ça va passer. On va parler de notre projet, le projet de 14 km que vous personnellement vous venez de lancer. Vous avez lancé il y a quelques mois en Mbuji-Mayi. Ce projet exécuté par l'entreprise GMC est en train de s'exécuter. Déjà, la question c'est de savoir comment vous faites pour choisir les artères pour les projets. Parce que pour 14 km, plusieurs artères en ville Miba sont en train d'être réhabilitées. C'est vous qui choisissez depuis Kinshasa ou les gouvernements provinciaux et les utilisateurs sont impliqués dans ce processus? Alors, les projets qui sont exécutés en province, il faut d'abord faire la différence des choses. Quand ces projets sont financés par les trésors publics, c'est pour dire que ce sont les projets qui sont sous l'œil du gouvernement central. Et qui dit gouvernement central, voit les ministères au niveau national. Alors, quand il y a des projets qui sont exécutés avec les fonds de la province, nous ne pouvons venir qu'en appui si on en a besoin, mais ce sont les projets qui sont sous le contrôle de la province. La plupart des projets, Tshilé-Gelou, 35 km, 14 km, et un autre projet que nous sommes en train de concevoir aujourd'hui, sont les projets qui sont financés par les trésors publics ou soit par les fournisseurs. Donc ce sont les projets exécutés au niveau national. Oui, nous travaillons en collaboration avec la province parce que notre maître d'ouvrage délégué, qui est l'OVD, a une représentation au niveau provincial. Donc les plans, la conception vient au niveau de la province avec les DP, qui est le directeur provincial, et il envoie ça au niveau national à son directeur général, qui, à notre niveau, ensemble avec la province, avec la direction générale au niveau national, et nous, qui sommes les maîtres d'ouvrage, nous nous mettons ensemble pour avaliser, pour savoir si réellement les artères qui sont choisis répondent aux besoins de la population. Alors, comme j'étais en train de vous le dire, les projets de 35 km, les projets de 14 km sont les projets qui venaient en accompagnement du projet pilote qui est celui de Tshilé-Gelou. Et dans quel objectif? C'est d'avoir au moins 100 km de routes de voirie asphaltées dans la province. Je vais vous poser une dernière question avant de remettre le micro
à merveille qui me fait déjà un coup d'œil. La dernière question, c'est que on se rend compte que vous êtes surtout dans les voiries urbaines. Mais les routes provinciales, les routes nationales, on a quand même l'impression que vous n'êtes pas trop dedans. Pourtant, c'est des infrastructures structurantes qui peuvent interconnecter les territoires, les provinces et faciliter le développement. Qu'est-ce qui est fait dans ce domaine et particulièrement dans la région du Kasaï, d'où vous êtes originaire? Bon, c'est pas pour dire que je suis pas dans les routes à intérêt national, je suis, mais dans les attributions au niveau du cabinet, je gère beaucoup plus tout ce qui est voirie. Okay. Alors, j'ai aussi l'œil regardant sur tout ce qui est route nationale, parce que la question est posée. Au niveau du Kasaï, je vais prendre l'espace Kasaï, Grand Kasaï. Nous avons la grande route qui désenclave l'espace Grand Kasaï, la route Kalambambouji. Une des routes qui a fait couler aussi beaucoup d'encre, mais aujourd'hui, je pense qu'ils sont au-delà des 80 km d'ouverture, parce que tout ce qu'ils devaient faire en premier, c'était la suppression des bourbiers et rendre la route carrossable. Cette route qui continue jusqu'au niveau de Mbujimaï, aujourd'hui, on a eu la partie Kabeya Kamwanga jusqu'au Mbujimaï qui a été travaillée par l'entreprise Samcret, qui a d'ailleurs posé beaucoup de problèmes. La dernière fois que j'étais en Mbujimaï, j'ai eu à visiter ces chantiers avec madame la gouverneure de la province. Mais nous avons eu des instructions fermes du chef de l'État de prendre cette partie de route, de faire de cela un PPP. Alors, il y a des entreprises privées. Donc, il y a deux entreprises qu'on va positionner sur ces 45 km. Une entreprise prendra la partie de 30 km et une autre prendra la partie de 15 km. Et vous verrez que les travaux vont aller à pas de géant bientôt. Monsieur le directeur adjoint au ministère d'État en charge des infrastructures, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Je crois que je vais devoir laisser la parole à merveille. J'espère que je n'ai pas torturé votre invité. Merci en tout cas de m'avoir associé à cet entretien. Je te remercie Arsène, je suis très heureuse de retrouver mon invité en bonne et due forme et j'ai l'impression que Arsène a quitté ce plateau avec beaucoup d'arguments solides qu'il va pouvoir ramener à Mbujimaï. Comme ça, quand nous serons à Mbujimaï, nous allons vous montrer tout ce qui est 35 km, 14 km. Nous allons faire les tours des différentes villes du Kasaï oriental pour voir avec vous évidemment que le travail est en train de se faire dans ce coin de la République. Nous sommes déjà en train de finir, Monsieur Toby, mais avant de se quitter, j'ai reçu un coup de fil depuis le Kasaï oriental. On m'a dit que vous êtes un personnage assez populaire et surnommé Wangila. Wangila qui veut dire quoi? Vous allez nous le dire. Et dites-nous d'abord, Wangila, pourquoi on vous appelle comme ça dans le Kasaï oriental, précisément Mbujimaï? Bon, je ne sais pas, l'inspiration ne vient pas de moi. C'est mes frères, mes sœurs de ce coin qui m'ont surnommé ainsi. Peut-être qu'ils me connaissent beaucoup plus sous cette casquette. Ils ne me voient pas dans des restos, dans des bars, ainsi de suite. Quand je suis en Mbujimaï, je suis sur chantier. Et je pense certainement qu'ils ont vu en moi cette volonté, ils ont vu en moi cette conviction de rendre Mbujimaï plus belle. Mais ceci ne vient pas de moi, Madame Merveille. Nous devons aussi savoir, la population doit savoir que nous ne sommes que des ouvriers dans la main du maître, dans la main du chef. Et notre chef aujourd'hui, c'est le chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi, nous ne recevons que des instructions. Donc aujourd'hui, le peuple peut m'appeler Wangila, mais c'est grâce à lui que nous le faisons. Nous ne sommes que des béquilles sur lesquelles il s'appuie. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. L'instruction vient de lui.
les fonds viennent de lui. Le bâtisseur, c'est lui. Nous ne sommes qu'un petit peuple qui sommes là pour remplir la volonté du chef. Je remercie cette population qui a vu quand même en nous cette volonté de construire les routes et qui, au retour, nous ont donné ce petit nom qui nous est cher, qui dit beaucoup pour nous. Je pense que je ne peux que dire merci à cette population et aussi leur rappeler que c'est grâce au chef de l'État que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup et vous l'avez constaté avec moi que c'est ici que nous sommes en train de finir notre entretien d'aujourd'hui avec le directeur de cabinet adjoint au ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Retenez qu'il y a deux Wangila, il y a un Wangila senior et un Wangila junior, parce qu'il n'est qu'un exécutant. La vision vient du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc nous vous retrouvons prochainement. Je pense qu'avec le directeur, nous serons sur terrain. Nous allons vous montrer, on a bien discuté ici sur la pelouse, mais il faudrait quand même que nous vous montrions le travail qui est en train de se faire, le travail acharné qui est en train de se faire de l'autre côté. Mais nous n'allons pas seulement nous arrêter à Mbujimayi, nous allons aller en Ituri pour voir le pont qui sont en train d'être faits de l'autre côté, en Ituri, en Équateur, Chopo, Chouapa, toute la République. Nous allons vous montrer le travail qui est en train d'être fait. Alors restez fidèles à ce magazine parce que vous allez découvrir que le Congo est en plein essor en termes de reconstruction. Merci et à la prochaine.